Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Solidarité TV, la chaîne du réseau UNIOPS-URIOPS, sur le thème quel avenir de l'ESS dans le monde d'après. Ce rendez-vous a été préparé en partenariat avec l'URIOPS Centre et l'URIOPS Normandie avec le soutien du Crédit Coopératif. Je vous signale que le dernier numéro de la revue Union Sociale est consacré à ce sujet de l'ESS, un magazine que vous pouvez vous procurer en vous rendant sur le site de l'UNIOPS. Je vous signale aussi que cette émission est diffusée en direct et que vous pouvez à tout moment poser vos questions à nos intervenants grâce au fil de discussion situé à la droite de votre écran. Mais je n'en dis pas plus et je vous propose tout de suite que nous passions à notre première séquence. Dans un monde en pleine mutation à la suite de la crise, l'ESS peut-il apparaître comme un complément légitime à l'économie de marché? Quelles sont les initiatives pour changer le visage de nos économies et notre rapport à la nature? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai à mes côtés Mathilde Renaud-Tinacci, docteur en sociologie, chercheur associé au CERLIS et chargé de recherche à l'INGEP, et Johan Priou, directeur de l'URIOPS Centre. Avant de débuter nos échanges, je vous propose de découvrir notre premier reportage sur une initiative menée par l'Essor en Normandie, qui montre bien que l'ESS est loin d'être une utopie. Alors le Panneton de Guillaume, c'est un commerce qui est géré par un ESAT, c'est-à-dire que ce sont un groupe de travailleurs avec un moniteur qui gère ce commerce. C'est une épicerie. On valorise les compétences des travailleurs, de personnes en situation de handicap qui sont travailleurs d'ESAT et qui prennent une place entière, qui sont acteurs de la vie de ce commerce. Donc ils jouent une place dans la société, au même titre que n'importe quel autre commerce. La deuxième des choses, c'est qu'on contribue à valoriser des circuits courts. On est en partenariat avec une association de producteurs. Ces producteurs sont sur un rayon d'une trentaine de kilomètres autour de Falaise. Ce sont des produits de qualité. Et puis la troisième des choses, c'est la valorisation de compétences dans d'autres ESAT, puisque on travaille avec une dizaine d'ESAT qui produisent des produits alimentaires et on leur permet de pouvoir communiquer. Tous ces produits que l'on vend provenant des ESAT se vendent parfaitement bien à des prix totalement compétitifs. On le voit sur, ne serait-ce que les confitures qui sont derrière vous, on a des producteurs locaux et des producteurs d'ESAT, les prix sont quasiment identiques. Donc, et la qualité est là, ça se vend comme des petits pains, quoi. Et après, au niveau des travailleurs sur la boutique, l'autonomie est super importante. Donc on voit, ils arrivent à gérer leur boutique tout seuls. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est le contact avec les clients. Ça, j'adore. Moi, j'ai mon handicap, mais ça ne m'empêche pas de travailler dans une boutique, de faire des livraisons. Même quand il y a une commande qui arrive, je fais la mise à jour de la commande si on a bien vérifié tout. Oui, c'est une fierté. Et ça, mon handicap ne m'empêchera pas de faire mon travail. C'est pas simple de pouvoir vendre ces produits quand on est un ESAT. Peut-être que ce type d'initiatives telles que le Panneton ou d'autres seront amenés à se coordonner. On pourrait déjà imaginer de le faire ne serait-ce qu'entre ESAT pour pouvoir mieux communiquer et valoriser la vision ou changer la vision que peuvent avoir les clients sur l'économie sociale et solidaire et sur la place des producteurs, des travailleurs en situation de handicap, laisser la place à tout le monde et consommer autrement. Au revoir. Alors Johan, après ce très beau reportage, j'ai une première question très globale. Donc dans un monde en pleine mutation à la suite de la crise, quels peuvent être les apports de l'ESS? Si je prends l'exemple des réponses aux besoins sociaux, médico-sociaux et de santé qui sont chers au réseau UNIOPS-URIOPS, on peut dire que l'ESS a un potentiel très important pour apporter des réponses spécifiques en associant des personnes concernées, des militants, des citoyens engagés, des notables, des professionnels, avec un fort ancrage territorial, local, et
avec une énergie qui est émue par des valeurs humanistes, qui permettent de s'attacher aux services rendus aux habitants de territoire. Ce sont des dimensions extrêmement fortes pour l'économie sociale et solidaire dans notre champ. Alors c'est un potentiel puissant, surtout s'il est appuyé par des professionnels, souvent en quête de sens d'ailleurs, mais bien formés et correctement rémunérés. Vous voyez où je veux en venir, c'est un défi pour notre secteur. C'est évidemment un potentiel très puissant qui peut clairement permettre de relever un certain nombre de défis de notre société actuellement, sur le champ social bien entendu, mais aussi sur le champ environnemental ou climatique par exemple. La crise sanitaire l'a confirmé. Les associations, les fondations, les mutuelles d'action sociale, médico-sociale et de santé ont répondu présents à tout niveau pendant cette période en plein cœur de la crise. Elles ont pris leurs responsabilités, c'était un enjeu considérable, bien plus que comme de simples prestataires de services. Elles ont été de véritables acteurs, de véritables partenaires des pouvoirs publics. D'accord, très bien. Alors Mathilde, je me tourne vers vous. Justement, dans ce monde d'après, dans ce monde post-crise dont on a beaucoup parlé, parfois de manière un petit peu excessive, ça peut être quoi les apports de l'ESS? Est-ce que c'est la solution magique, la recette qui va nous sauver, nous permettre de relever tous les défis qui se présentent à nous? Ou est-ce qu'il faut mesurer un peu cette analyse? Mais en tout cas, quels peuvent être les apports de toute cette économie qu'on a dit à une époque alternative? Est-ce que ça sera encore dans les années qui viennent? Alors, magique, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on l'a vu pendant la crise sanitaire, effectivement, c'est ce que disait Joanne Priou, c'est que l'ESS et notamment les associations ont fait ce qu'elles font depuis des décennies, je dirais même des siècles, c'est-à-dire être en capacité de révéler les besoins sociaux, de les visibiliser dans l'espace public et puis de proposer aussi des solutions pour y répondre. Et effectivement, pendant la crise, on a vu par exemple le Secours populaire, les Restos du Cœur qui ont répondu avec une réactivité incroyable et une souplesse aux enjeux nouveaux que posait cette crise sanitaire en termes de précarité. De manière beaucoup plus souple que les pouvoirs publics d'ailleurs. Par exemple, on pourrait dire ça. Voilà. Ensuite, je vois un autre apport qui est là beaucoup plus rattaché à cette crise sanitaire. C'est, pour moi, l'ESS là peut devenir un espace d'accueil des reconversions, des volontés de reconversion professionnelle. On l'a vu que pendant cette crise sanitaire, le rapport au travail des individus a été énormément questionné. Quelle utilité sociale on a quand on est dans un métier qui est labellisé non essentiel ou qu'on occupe un poste, pour reprendre une expression bien connue, un bullshit jobs. Un bullshit jobs, c'est l'expression de David Graeber. Oui. On peut traduire par travail. Voilà. Alors, travail sans sens. D'accord, ok. On va le dire comme ça. On aura compris l'expression. Mais et donc ça a vraiment questionné. Et ce qui était, on l'a vu dans de nombreuses enquêtes, des désirs, des aspirations professionnelles, surtout chez les plus jeunes et les plus diplômés, se tourner vers l'ESS, c'était quelque chose de marquant. Il y a eu cette diffusion dans un ensemble de populations et des enquêtes comme YouGov par exemple le montrent très bien. On est quasiment à plus d'un quart des individus qui, avec la crise sanitaire, ont entamé des parcours de reconversion professionnelle et je pense que là, l'ESS a un véritable rôle à jouer. D'accord, très bien. Alors justement, sur cette économie-là, je parlais d'économie un petit peu alternative. Est-ce que justement, vous avez le sentiment que depuis cette crise, que depuis toutes ces initiatives qui se sont multipliées, en tout cas qui sont devenues de plus en plus visibles, l'ESS a véritablement pris ses lettres de noblesse et si ce n'est pas encore le cas, comment faire pour lui donner le plus d'ampleur dans la société française? C'est une réponse pas simple. Je dirais déjà qu'il faut reconnaître ses spécificités économiques, ce qui n'est pas véritablement le cas aujourd'hui. Je prends pour exemple le soutien qui a été fait au secteur de l'ESS pendant la crise sanitaire justement. Alors il y a eu la circulaire du 6 mai 2020 qui maintenait les subventions pour les associations et c'est une très belle chose, on va pas dire le contraire, mais à côté de ça, il y a eu par exemple des dispositifs comme le fonds d'urgence ESS, le PGE, le prêt garanti par l'État, le fonds de solidarité qui ont eu des accès conditionnés pour les associations notamment. Il fallait que ce soit des structures qui aient une activité économique qui soit assujetties aux impôts commerciaux, soit employeuses. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce qui concerne le nombre associatif? Qu'est-ce qu'on fait des plus de 8 autres associations qui ne sont pas employeuses? Quand vous avez une association qui fonctionne exclusivement sur la logique, sur la ressource bénévole, mais qui a quand même un loyer à payer, qui a des coûts de fonctionnement,
qui a eu des activités empêchées, qu'est-ce qu'on fait pour elle? On lui dit au revoir. Enfin, ça c'est une vraie question de... c'est très concret, ça. Et ensuite, on a d'autres choses qui, moi, m'ont un petit peu étonnée. Quand on regarde, par exemple, dans qui a accès au fonds d'urgence ESS? Alors, on a les associations, les coopératives, pas de problème. On a les entreprises qui ont l'agrément ESUS. Et puis, on a les entreprises qui mentionnent dans leur statut, quelque part, l'économie sociale et solidaire. Alors moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, une entreprise qui mentionne quelque part dans ses statuts qu'elle appartient à l'ESS. Enfin, moi, ça me pose une vraie question. C'est de l'ESS washing un peu. Voilà, c'est un peu de l'ESS washing. Et voilà, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on puisse reconnaître que dans l'ESS ne s'échange pas que de la ressource monétaire et qu'il y a une économie qui existe en dehors du marché. Donc déjà, je pense que ça, c'est un vrai enjeu. Très bien. Joanne, quel est ton point de vue, justement? Quel est votre point de vue ou ton point de vue? Je ne sais pas, on se connaît bien aussi. Sur cette question du développement et de cette prise d'envol un petit peu de l'ESS aujourd'hui. La question est effectivement vaste, mais il y a quelques points d'ancrage. Peut-être développer l'information et la formation des jeunes et des citoyens engagés sur cette dimension de l'ESS qui ne va pas de soi. C'est notamment les missions des mouvements associatifs régionaux et nationaux et puis des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire aussi. Donc il faut soutenir cette mission-là et les appuyer avec des réseaux comme les nôtres notamment. C'est aussi contribuer à structurer l'accompagnement des projets dans l'ESS. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont prêts, qui ont des idées, qui ont travaillé avec d'autres personnes sur leur territoire. Il faut les aider à structurer, c'est assez complexe, à la fois sur le plan juridique, sur le plan financier, sur le plan de construction durable finalement de la mise en œuvre de leurs projets. Ça passe par des leviers financiers. On a déjà des outils bien connus dans le secteur tels que France Active. On a vu que France Active s'était déployé là, ces derniers mois et ces dernières années. Il faut poursuivre aussi ces démarches-là. C'est un élément fondamental pour le développement du secteur. Et puis peut-être renforcer l'attention et le soutien de l'État et des collectivités locales à l'égard de l'ESS. Il y a des initiatives en région. Il faut continuer à les soutenir. Je vais en citer une en région Centre-Val de Loire qui concerne plus spécifiquement le champ associatif. C'est un dispositif qui s'appelle Capasso, qui était un dispositif qui visait à soutenir la consolidation ou la création d'emplois sur des projets associatifs. Ça a été un levier très important sur notre région et on espère vivement que ça pourra se poursuivre. D'accord, très bien. Alors justement, pour enrichir nos échanges, je voudrais que nous écoutions Jérôme Voiturier, directeur général de l'UNIOPS, qui propose justement quelques pistes pour que l'ESS puisse prendre peut-être plus de place dans notre société. On écoute Jérôme Voiturier et on en parle. On est dans une crise où les inégalités s'accroissent au niveau mondial et en France. Et l'économie sociale et solidaire, justement une économie plus humaine qui essaie d'arriver à une cohésion sociale, devrait être mise en avant. Deuxième paradoxe qu'on peut voir, c'est quand même un recul des services publics. Et donc la prise en compte de plus en plus par le secteur associatif, mais pas que, le secteur de l'ESS, de prise en compte des besoins des populations. Le troisième élément, c'est aussi le lien qui est en train de se créer entre la dimension environnementale et économique et sociale. Et on voit bien que l'économie sociale, avec ses liens avec le développement durable, doit être mise en avant. Et enfin, le dernier paradoxe, c'est qu'on est quand même, les Gilets jaunes l'ont montré, on est sur un moment où la prise en compte individuelle des gens, des volontés, des besoins des gens doivent être beaucoup plus mise en avant. Et donc l'économie sociale, avec son idée de une personne, une voix, son idée de prise en compte de tous et de la vie de chacun, devrait être valorisée. Néanmoins, on se rend compte qu'il n'y a pas encore une connaissance du monde de l'économie sociale. J'en veux pour preuve un sondage qui a été fait par la Vise en 2017 qui montrait que 87% des jeunes questionnés ne connaissaient pas les opportunités professionnelles en termes d'emploi que pouvait créer le monde de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a encore un vrai travail d'information, de communication, de connaissance, d'acculturation au monde de l'économie sociale et solidaire qui doit être mené. Alors Mathilde, ce travail d'éducation, d'acculturation dont parle Jérôme Voiturier, qu'est-ce que vous en avez à en dire?
Déjà, je voudrais effectivement confirmer dans une enquête, une recherche récente et qui est exploratoire qu'on a menée à l'INJEP, on s'est rendu compte effectivement que l'ESS et le monde associatif étaient vraiment méconnus et les dispositifs qui s'y rattachent sont vraiment méconnus. Dans le cas du mécénat de compétences, on s'est rendu compte que les salariés qui partaient dans le monde associatif avaient déjà un certain nombre de représentations sur ce monde-là, teinté d'amateurisme par exemple, ou alors une méconnaissance totale. Donc je pense qu'il y a effectivement un gros travail à faire pour justement donner à voir cette économie si particulière. Ce travail à faire, je rebondis un tout petit peu, est-ce qu'il doit avoir lieu peut-être dès le plus jeune âge, entre guillemets? C'est un peu bateau ce que je dis, mais est-ce qu'il y a aussi une acculturation à mener pour les plus jeunes? Alors, voilà. ça connecte en plus avec l'engagement tout au long de la vie, mais je pense qu'effectivement une sensibilisation à l'ESS, au métier de l'ESS, aux valeurs et aux dimensions qui sont portées par l'ESS, je dirais dès l'école, dès le collège, ça me semble essentiel, et même valoriser par exemple des choses comme les juniors associations. Voilà, pour moi c'est des dimensions effectivement qui pourraient favoriser, quitte même à avoir des cours qui traitent de la question ESS et qu'on donne un peu de la place à ce secteur. D'accord, très bien. Johan, comment ça résonne l'analyse de Jérôme Voiturier qui insiste beaucoup sur une meilleure connaissance justement de cette forme d'économie, cette économie? Faire connaître et reconnaître l'économie sociale et solidaire, je pense que c'est notre responsabilité collective aujourd'hui, à la fois des acteurs de l'ESS et de leur réseau. C'est faire connaître une autre forme d'entreprendre. Et donc c'est important aujourd'hui. Je crois que pendant longtemps, pour le secteur, en tout cas de l'action sociale et médico-sociale de la santé, ce n'était pas une nécessité. On avait un fonctionnement et notre travail était plutôt de travailler en lien avec les autorités publiques. Aujourd'hui, il y a un enjeu sur la connaissance par les élus, par exemple, aussi de notre secteur, et par le grand public. Un enjeu d'ouverture, ouais. Exactement. Donc il y a un véritable enjeu de valorisation des actions les plus concrètes possibles, et je crois que ça bouge dans le bon sens aujourd'hui. L'ensemble des acteurs de terrain ont pris cet enjeu aussi pour être mieux perçus par le grand public. Peut-être d'ailleurs que la crise va peut-être nous aider un petit peu sur ce Alors en tout cas, il faut qu'on essaie de capitaliser sur ce qui a été fait, parce que je crois que ça a été remarquable et remarqué, mais on sait aussi la capacité d'oublier, de passer à un événement suivant, donc c'est un enjeu très important de capitaliser là-dessus. D'accord, très bien. Alors on le sait, de nombreuses initiatives des acteurs de l'ESS sont menées à l'échelle des territoires. Un petit exemple avec le projet porté dans la région Centre par l'Association pour les personnes handicapées du Perche. Reportage. L'association, déjà, elle a vocation à accompagner l'ensemble des personnes éprouvant des difficultés en matière d'inclusion, soit sociale, soit professionnelle. Et on travaille uniquement sur le territoire donc, du Perche vendômois, un petit territoire plutôt rural. Et donc notre implication dans le territoire est assez forte et on a à cœur de développer effectivement des projets qui font sens pour le territoire. C'est-à-dire qu'on travaille sur énormément de sujets autour des filières courtes et il nous faut respecter ce territoire effectivement parce que c'est là où les gens ont leurs ressources, souvent leurs ressources familiales. Ils ne veulent pas être déracinés, ça c'est évident. L'association fait partie intégrante pour moi de l'économie sociale et solidaire, c'est une évidence depuis le départ. C'est l'ADN de l'association que d'être sur cette branche d'accompagnement par l'activité économique. Je ne sais pas comment c'est possible, mais en tout cas c'est possible chez nous. C'est certainement dû à notre agilité qu'on a toujours eue sur ces vecteurs-là. On a su s'adapter au fur et à mesure, on a inventé des choses. Donc l'innovation, ça fait partie de notre ADN et ça a toujours été comme ça qu'on a fait avancer les choses. Ça s'appelle un side bike. À l'origine, c'était pour permettre aux personnes qui ne pouvaient plus faire de vélo ou à mobilité réduite de profiter des balades en plein air. On s'en sert de plus en plus pour aller faire quelques petites courses, ce qui permet aussi de réduire notre impact carbone. Voilà. Et aussi permettre aux résidents qui ne savent plus faire de vélo et qui ne peuvent pas, d'aller se promener. On a une responsabilité en tant qu'association, en tant qu'acteur économique local, de pouvoir effectivement avoir un aspect pédagogique, c'est-à-dire être influenceur sur la façon effectivement de consommer, sur la façon effectivement de se déplacer, sur un tas de petites choses, mais mis bout à bout qui font sens pour les gens. La crise va peut-être nous aider, c'est peut-être le seul avantage de cette crise.
En tout cas, l'ESS a sa part dans cet effort à faire et elle a un pouvoir politique qu'elle doit maintenir justement pour être influenceur auprès des politiques locales et aussi nationales et de façon, encore une fois, à essaimer cette dynamique sur l'ensemble du territoire national. Alors on l'a bien vu avec ce reportage, le territoire est sans doute la bonne échelle pour développer les initiatives de l'ESS, mais pour quelles raisons véritablement? Pour répondre à cette question, nous accueillons à distance Timothée Duverger, docteur en histoire, chercheur associé au centre Émile Durkheim et maître de conférences associé à Sciences Po Bordeaux. Bonjour Timothée, est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien, bonjour, merci de votre accueil. Très bien, merci de participer à cette émission. Alors, vous avez très récemment rédigé un ouvrage sur les utopies locales. En quoi les territoires sont-ils un espace particulier de promotion de l'ESS? D'abord, il faut rappeler que les territoires, ce ne sont pas des composantes au fond passives sur lesquelles s'inscriraient simplement des activités. Les territoires, ils sont construits par des acteurs finalement qui ont des interactions les uns avec les autres. Voilà. Donc les territoires, ils sont fabriqués et à ce titre, effectivement, il peut y avoir des liens très importants avec l'économie sociale et solidaire et ce notamment parce que les territoires ont trois caractéristiques qui sont favorables à l'ESS. D'abord, ils permettent la désectorisation, le décloisonnement, la transversalité qui effectivement ne caractérise pas toujours les politiques publiques, parce que les politiques publiques, elles sont souvent à la fois verticales et sectorielles. Sur les territoires, on a un espace de décloisonnement. Deuxième caractéristique, c'est que on est en proximité, ce qui permet effectivement à l'engagement, à l'implication citoyenne de s'exprimer. Et la troisième caractéristique, c'est que souvent sur les territoires, on touche à la question des modes de vie, ce qui renvoie à des nouvelles problématiques qui sont très mobilisatrices aujourd'hui, notamment autour de l'écologie. Et on voit des modèles de l'ESS émerger sur ces territoires à travers, par exemple, les sociétés coopératives d'intérêt collectif ou, comme là d'ailleurs récemment, un nouvel appel à projet a été lancé au niveau de l'État, des pôles territoriaux de coopération économique qui visent à faire coopérer des acteurs de l'ESS, des entreprises, des citoyens, des acteurs du monde universitaire ensemble. Voilà, là on a un bon exemple et souvent on est sur des thématiques émergentes comme les énergies, les mobilités, l'alimentation, les déchets, enfin bref. Donc là on a effectivement un lien très étroit et consubstantiel entre les territoires et l'ESS. Très bien. Alors justement, on sait qu'à cause de la mondialisation, un certain nombre de territoires ont souffert économiquement avec des phénomènes de désertification, entre autres. Est-ce que justement l'ESS peut-elle être une forme de réponse à toutes ces fragilités qui sont apparues ces dernières décennies ? D'évidence, oui, puisque quand on regarde la carte, par exemple, des emplois et des activités de l'ESS, on s'aperçoit évidemment qu'en valeur relative, c'est plus important dans les secteurs ruraux qu'en milieu urbain, finalement. C'est-à-dire que là où, si vous voulez, il y a une certaine densité de population, le marché va trouver plus facilement des débouchés, donc on va retrouver là du secteur privé, alors que souvent, des activités d'utilité sociale vont trouver plus naturellement leur place dans des territoires fragilisés. Alors l'ESS, effectivement, ça peut être de fait un levier très important de ce point de vue. Je vous citerai quelques exemples. Le premier auquel je pense, c'est la coopérative RICOP. Vous voyez, par exemple, quand on parle des territoires très attractifs, tels que les métropoles, on parle de LGV. Là, on est typiquement dans la mondialisation, puisque l'objectif est d'interconnecter les grandes métropoles régionales au niveau européen. Bon, eh bien, RICOP, la coopérative, se crée aujourd'hui pour justement développer plutôt des lignes interrégionales. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, la première ligne qu'ils veulent ouvrir, c'est entre Bordeaux et Lyon. Donc vous voyez, on n'est pas là dans le réseau étoilé français et encore moins dans... on est certes dans une connexion entre deux grandes métropoles, mais pas par la LGV, par une liaison interrégionale qui permettra effectivement de revitaliser tous les territoires de cette transversale ouest-est. Deuxième exemple que je pourrais citer, c'est par exemple la coopérative Village Vivant qui achète des locaux commerciaux dans des centres-bourgs et qui les loue ensuite pour effectivement développer de l'activité et revitaliser ces centres-bourgs. Souvent, d'ailleurs,
cela participe d'une dynamique beaucoup plus large, qui est celle des tiers-lieux. Hein. On observe effectivement un développement très important des tiers-lieux parce que tout simplement, ça permet d'équilibrer les modèles économiques et puis aussi de développer du lien social là où il en manque. Et ben, c'est une dynamique très large, je crois, qui vise effectivement à redynamiser des territoires fragiles qui effectivement manquent d'activité et sur lesquels on ne va pas réindustrialiser, replaquer des modèles économiques, de développement économique anciens, puisque de toute façon, ça ne marcherait pas, puisque les zones d'attractivité ne sont plus là. Donc effectivement, il faut développer des activités qui sont plus favorables, et l'ESS, de ce point de vue, y trouve un creuset pour son propre développement. D'accord, très bien. Merci beaucoup Timothée pour ces réflexions très riches. Alors, on a beaucoup parlé des territoires, mais est-ce que le développement de l'ESS passe-t-il uniquement par les territoires? Alors, j'aurais tendance à avoir une réponse binaire, oui et non. En fait, on sait que, effectivement, c'est ce que disait tout à l'heure Timothée Duverger, c'est que les territoires, c'est l'échelle de la réalité humaine. Donc effectivement, et c'est normal que l'ESS connecte avec cette échelle-là. Moi, j'ai tendance à dire que quand on a des politiques, et c'est ce qu'il disait tout à l'heure, des politiques, on pense en termes départemental, régional, etc. On voit bien que, par exemple, sur la vie associative, on n'a pas une vie associative qui s'arrête et qui se dit « Ah, c'est une frontière départementale, non, je m'arrête ici ». C'est pour ça que j'aime bien réfléchir en termes de bassin de vie associatif, c'est-à-dire finalement où est-ce et comment la vie associative se... Évidemment, les frontières administratives. Alors, mais j'aimerais bien que souvent les structures n'ont pas conscience, mais il y a des choses qui pèsent sur elles et qui sont à des dimensions bien plus lointaines. Par exemple, l'Europe. Si on prend l'Europe, il y a un certain nombre de normalisation juridique, de règles juridiques qui pèsent aujourd'hui sur les structures de l'ESS en France et au niveau des territoires, qui pourtant viennent de bien loin. Je parle par exemple, un certain nombre de... On a au niveau de l'Europe un principe dit de neutralité selon les statuts juridiques des différentes formes d'organisation et finalement le droit à la concurrence va plutôt pousser l'entreprise lucrative comme étant la forme de référence et tout ça, ça va avoir des effets dans la réglementation qui se retrouvent par exemple dans les demandes des pouvoirs publics au niveau territorial. Donc c'est pas simplement, on peut pas dire les territoires c'est la première entrée, mais en même temps il y a des choses il y a des contraintes de plus haut. D'accord, voilà. Très bien. Johan, sur cette question des territoires, est-ce que justement tu partages ce point de vue qu'il y a aussi des contraintes d'en haut et qu'il faut aussi peut-être travailler sur ce là-haut pour essayer de faire évoluer les choses? Oui, je partage tout à fait. Effectivement, il y a cet enjeu notamment de normes internationales et européennes. L'UNIOPS a travaillé sur ces questions depuis pas mal d'années et pas toute seule, bien entendu, avec l'ensemble du champ ESS aussi. Donc c'est un élément important. Le cadre normatif, que ce soit sur les normes très juridiques de l'organisation de notre secteur et sur ses financements, sur des enjeux fiscaux par exemple, sont très présents. Donc évidemment, le cadre est prégnant. Après, le territoire, ça reste le terreau où on peut s'enraciner sur le ESS, c'est sa raison d'être. Je veux dire aussi par là que des organisations ESS qui n'auraient plus d'emprise territoriale ont perdu quelque chose. Et donc c'est un des enjeux d'équilibrer cela, c'est-à-dire bien sûr avoir un certain nombre de principes forts et notamment statutaires qui existent aujourd'hui, mais sans perdre ce lien avec le territoire. Et puis pour les plus petites, essayer d'avoir des espaces de liberté entre un cadre normatif parfois très contraignant, mais trouver ces espaces de liberté pour épanouir leurs projets. D'accord, très bien. Alors justement, je découvre une question de Louise qui est complètement en lien avec nos échanges. Quel rôle des pouvoirs publics pour donner plus de place à l'ESS? Alors je ne sais pas qui veut répondre d'abord. Alors Mathilde, pour suivre l'ordre habituel. Mathilde. Alors, déjà, je vais un peu repartir sur ce que j'ai dit au début de notre plateau. Reconnaître les spécificités de l'ESS et pas en faire... alors certains auteurs à qui j'emprunte le terme parlent de quatrième fonction publique, une fonction publique à bas coût, dans lequel finalement on viendrait financer à moindre coût des politiques publiques sans en prendre vraiment la mesure de la spécificité et de l'intérêt de protéger ces emplois. Ça, c'est une première forme, une première
premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est déjà travailler à la représentation politique et économique du secteur de l'ESS. Si on pense notamment à la place de l'ESS dans le CESE, qui en plus est de la 3e chambre parlementaire, mais qui n'a vocation qu'à être finalement consultatif, on peut se poser un petit peu comment se fait-il que les intérêts ne soient pas plus représentés, notamment dans la démocratie représentative, mais pourquoi pas aussi dans la démocratie participative. Quand on parle de CESE, juste Conseil économique, social et environnemental. Ouais. D'accord. Et une troisième dimension qui est quand on parle beaucoup, alors c'est un terme qui est un petit peu à toutes les sauces actuellement, quand on parle de co-construction entre les associations et les pouvoirs publics, c'est une très bonne chose, mais j'aurais envie de dire il faut créer des espaces aussi où le conflit est possible entre pouvoir public et associations. On ne peut pas être tout le temps dans le consensus, il faut qu'il y ait des leviers, voilà, des formes de contre-pouvoir dans ces espaces-là, et je pense que c'est important justement pour faire vivre l'ESS. Et la démocratie aussi. Et la démocratie, oui. Aussi. Il y en a des exemples au Québec là-dessus, sur les corporations communautaires. Je pense qu'on pourrait s'en inspirer. D'accord. D'accord, très bien. Joanne, ton point de vue justement sur la place des pouvoirs publics. On a évoqué justement les leviers sur lesquels on pourrait s'appuyer pour changer le cadre. Est-ce qu'il y a aussi, comme le dit Mathilde, les conditions d'un dialogue qu'il faut mettre en place pour faire évoluer les choses? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut que les pouvoirs publics soient déjà facilitateurs, laissent un espace de liberté d'initiative et puissent faire confiance. Après, c'est aussi de la responsabilité des acteurs qui se veulent ESS ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui agissent en ce sens, de s'engager eux-mêmes, je veux dire par là, sans attendre un préalable ou un accord préalable des pouvoirs publics. Par exemple, c'est d'abord un engagement citoyen, ensuite effectivement des pouvoirs publics qui puissent être facilitateurs, et puis, je l'évoquais tout à l'heure, qui puissent soutenir un certain nombre d'actions, d'information, de formation dont je parlais tout à l'heure, de structuration de l'accompagnement pour permettre d'élaborer des projets plus complexes, avec une ingénierie plus complexe. Voilà, on peut avoir besoin d'eux sur des leviers financiers, mais aussi peut-être d'articulation sur les territoires, parce que les pouvoirs publics ont cette vision, ont des orientations politiques nationales ou locales qui permettent peut-être aussi d'éviter parfois des redondances d'actions, ou au contraire, et je pense en particulier dans l'action sociale, c'est un enjeu, des zones blanches. Donc on a besoin aussi des pouvoirs publics pour articuler pour équilibrer et parfois soutenir la coopération entre les acteurs. D'accord, très bien. Donc Mathilde, Joanne, Timothée, je vous remercie pour ces différentes contributions. Nous avons bien vu lors de cette première séquence que l'ESS répondait à de nombreuses aspirations. La société française, mais ne pouvait se développer qu'à certaines conditions. Mais à propos, quelle est l'utilité sociale de l'ESS? C'est ce que nous allons découvrir lors de notre prochaine séquence. Pour débuter celle-ci, je vous propose de découvrir un reportage tourné dans l'une des nombreuses ressourceries gérées par l'association L'Abri à Évreux, en Normandie, une initiative qui apporte tous les jours la preuve de son utilité sociale. Une ressourcerie, c'est un lieu où on va collecter les objets pour éviter que ça devienne inutilement des déchets. Une ressourcerie, c'est un centre de valorisation des objets. On va travailler d'abord par la réutilisation, le réemploi, et ensuite par le recyclage. Les autres missions de la ressourcerie, c'est d'accompagner les personnes en transition professionnelle vers un nouvel emploi, en les mettant en action. Le principe est de travailler tous les jours à la ressourcerie et de développer des compétences, de développer du savoir-être pour pouvoir le transférer dans un emploi futur. J'étais coiffeuse à domicile, j'ai perdu mon permis. Donc avec la ressourcerie, là, ils ont demandé une subvention pour que je repasse mon permis. Donc là, je suis en train de repasser mon code et j'ai rien à payer. Donc on a beaucoup d'aides. Ça sert aussi à ça, à avoir des aides pour refaire un projet professionnel. C'est vrai qu'en étant ici, ça nous fait un soutien et une aide. On n'est pas tout seul en fait à construire notre projet, donc c'est vrai que ça fait du bien de se sentir soutenu. Une des autres missions de la ressourcerie, c'est de sensibiliser les personnes à la réduction des déchets, à changer leur comportement de consommation pour consommer responsable, et local également, puisque la ressourcerie fonctionne en circuit court. Pour mesurer notre impact au niveau des acteurs de l'ESS par rapport à nos partenaires, il faut jouer sur notre crédibilité, notre capacité à faire, à produire une activité économique viable.
et de pouvoir accompagner les collectivités dans leur travail de réduction des déchets. Nous sommes un acteur de terrain qui peut complètement subvenir aux demandes du territoire. Bien entendu qu'il faut des statistiques, des tableaux, etc. C'est un moyen de preuve, comme on dit en matière juridique. C'est loin d'être l'essentiel. Je pense que l'essentiel, c'est vraiment de montrer sur le terrain à nos clients, aux utilisateurs de nos ressourceries, ce que font exactement les gens avec qui nous travaillons. Montrer l'exemple, ça vaut tous les tableaux Excel du monde, ça vaut toutes les statistiques du monde. Je pense que l'ESS doit s'ouvrir au monde commercial, au monde économique en général, pour prouver justement qu'elle est capable de faire, et capable de porter des messages, capable de fournir un travail, de créer une activité économique.